Donc, vous présenter, Emmanuel Billy, que vous avez déjà croisé, mais là qui va intervenir, donc, une intervention qui était prévue dans ce séminaire qui est l'autre pendant, qui est vraiment, dédié aux principaux défis, pour l'hydrométallurgie. Donc là, on est sur des gros marchés, donc vous avez forcément entendu parler. Donc on va parler de recyclage des batteries. Donc Emmanuel est chercheur au CEA Liten à Grenoble depuis une dizaine d'années. En ce moment, il est en charge d'une équipe d'une quinzaine de personnes qui travaillent vraiment au recyclage de tous les matériaux qui sont dédiés aux nouvelles techniques, de l'énergie, dont les batteries. Et il va nous faire maintenant un tour d'horizon des principaux défis pour le recyclage des batteries L-ion. Donc Emmanuel, vas-y, tu as la parole. Merci Damien. La présentation est visible? Pour On me moi, voit bien? oui. OK, super. Pour moi, c'est bon. Merci. Et ben, de nouveau bonjour à tous. Comme l'a dit Damien, l'idée de cette, présentation, c'est de faire un tour d'horizon des défis du recyclage des batteries lithium-ion. Ça veut dire, regarder un petit peu, en amont et en aval aussi des procédés hydrométallurgiques, qui est, le cadre et le périmètre du GDR. Mais l'hydrométallurgie est comme, l'ont souligné, Lenka et Damien, est souvent associée à d'autres technologies, la pyrométallurgie, les traitements mécaniques et d'autres choses. L'idée, c'est de regarder ça vis-à-vis du marché du véhicule électrique. Alors les 3 pans, qui vont être traités dans cette présentation. Le premier, c'est évidemment de recontextualiser pardon, le sujet vis-à-vis des batteries lithium-ion. Pour ceux qui sont un petit peu moins au fait, rappeler, la nature, les compositions et les singularités, marché et enjeux. Un second axe qui, traitera plus particulièrement des grandes étapes du recyclage et des limitations actuelles vis-à-vis des verrous qu'on peut identifier. Alors on pourrait y passer, beaucoup de temps, mais le temps est limité, je m'attellerai à regarder ça d'une manière suffisamment large. Et puis, je donnerai un exemple, des travaux qu'on réalise en vous donnant une visibilité des actions qu'on a, au sein du CEA Liten, et puis en focalisant sur un cas particulier, qui touche à l'hydro et sur la compréhension des mécanismes réactionnels qui peuvent apporter derrière sur les procédés hydrométallurgiques. La première chose, sur cette partie, cellules, lithium-ion, aujourd'hui, on a un certain nombre de typologies, les cellules dites prismatiques, cylindriques, les cellules push ou, en sachet et puis, les piles-boutons. Voilà les catégories, et les géométries de cellules. Parmi elles, on en a 3, donc à l'exception des piles-boutons qui sont, associés aux véhicules électriques. Et puis vous retrouvez ici, les compositions, moyennes, là qui datent, de 2001, mais qui est plutôt représentative des compositions d'une batterie lithium-ion. Alors cette batterie lithium-ion, alors si ça passe, elle est constituée, de manière interne avec des matériaux actifs qui permettent l'insertion et la désinsertion du lithium. Ces matériaux actifs sont, du graphite ou du graphite silicium actuellement, donc avec une petite fraction de silicium à quelques pourcents, à l'électrode négative. Et puis à l'électrode positive, ça va être constitué, de matériaux qui sont, des oxydes métalliques qu'on va, dénommer sous la terminologie NMC pour nickel, manganèse, cobalt, dont les stoichiométries change et on va de plus en plus vers, ce qu'on appelle du nickel rich, c'est-à-dire des hauts taux de nickel. Puis on va retrouver un certain nombre d'autres, matériaux de cathode qui peuvent être à base, d'aluminium comme la NCA, exclusivement à base de cobalt, c'est ce qu'on retrouve dans la téléphonie notamment, des oxydes de manganèse, des phosphates de fer, ou alors encore même du LMFP qui est pas mentionné ici, qui sont, aujourd'hui les principaux matériaux de cathode. Sont associés à ces, matériaux actifs des collecteurs de courant qui permettent, de récupérer le courant, de ces réactions qui se passent, dans ces matériaux actifs, du cuivre à l'électrode négative et de l'aluminium à l'électrode positive. On va retrouver également un séparateur à base de polypro et de polyéthylène, un électrolyte qui est un mélange, plus ou moins complexe, de solvants organiques, et composé d'un sel qui est un hexafluorophosphate de lithium et qui a la singularité de s'hydrolyser en POF3 ou en HF, en présence d'eau. Et puis un déliant, du noir de carbone notamment pour, améliorer tout ce qui est conduction électronique. Donc quand on regarde ça, on voit que cet objet
Il est constitué de pas mal de choses. En termes de composants, de nature, on a des oxydes, on a des métaux, on a des polymères, on a des solvants organiques, qui sont des singularités dont il va falloir tenir compte pour un procédé de recyclage. Lorsqu'on regarde sur un véhicule électrique de 60 kWh, alors là, c'est des moyennes qui datent un petit peu, mais c'est assez représentatif. Vous voyez que suivant le matériau de l'électrode positif, le matériau actif, que ce soit un NMC 622, 523, 811, qui est plutôt la norme d'aujourd'hui, on va avoir une quantité qui est relativement importante des éléments constitutifs. Le nickel, voilà, est près de 50 kg dans un véhicule de 60 kWh. Tandis que lorsqu'on change de nature de matériau actif, typiquement le LFP, ben, on va enlever ces éléments hein, qui ont déjà été mentionnés comme des éléments critiques et stratégiques dans les précédentes présentations. Alors, il y a ces éléments contextuels de marché qui viennent s'y associer. Aujourd'hui, c'est quoi le marché? Donc, une conférence de l'ICBR de 2023 d'Avicenne, qui est un petit peu spécialisée pour regarder ces éléments de marché, mentionnait que la fin de vie d'ici 2030, c'était à peu près 70% des flux et que ça représentait 2100 kilotonnes de batteries. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une très large partie en Asie. Et puis, le domaine européen, c'est à peu près le quart du marché. En revanche, d'ici à 2030, l'essentiel du marché, ce sont des scraps qui sont des déchets en fait issus des gigafactories et qu'on peut retrouver sous la forme d'électrodes ou d'ailleurs de batteries actives. Dans ces déchets, dans ces batteries, d'une manière générale, si on regarde les coûts associés à ces batteries, ici vous avez un exemple d'une cellule push avec un matériau actif qui est du nickel manganèse cobalt avec une stoichiométrie 622. Vous trouvez que la part associable à la partie matériaux de cathode et anode représente plus de la moitié de la valeur et que vous avez voilà, à peu près 60 à 70% des coûts qui sont associés à la matière, ce qui est extrêmement évidemment important et qui contextualise les choses vis-à-vis aussi des OEM qui vont bah, avoir un apport et qui vont regarder ça avec un œil, je dirais, stratégique sur cette matière. Alors, si on regarde la chaîne de la valeur de ces métaux dits critiques et stratégiques, en fait, bah, initialement, on a besoin de la mine, hein, et d'ailleurs, on en aura encore largement besoin pour fournir la matière nécessaire. Et puis, si on regarde par rapport à cette chaîne de valeur, on va avoir donc la mine. La mine, aujourd'hui, cette extraction, elle se fait un petit peu partout. Et puis, la partie européenne, elle est en bleu. Vous pouvez la voir, elle est relativement minime, voire anecdotique sur le plan de la mine. Et c'est la même chose à peu près sur tous les secteurs de la chaîne de la valeur, puisque tout ce qui est procédé de raffinage, qui peuvent être basés évidemment sur des procédés hydrométallurgiques, c'est essentiellement la partie rouge qui travaille, alors à l'exception de la partie nickel en Indonésie. Et puis pour les composants de cellules et les cellules de batterie, bah, de la même manière, ce sont les Chinois qui dominent très largement le marché, ce qui amène à la criticité des éléments qui sont constitutifs de ces batteries. Lorsqu'on évalue l'importance économique au regard des risques d'approvisionnement, eh ben, on se rend compte qu'il y a des risques notables pour accéder à un certain nombre de ces éléments, à savoir le cobalt, le lithium, le graphite naturel qui se distingue du graphite synthétique qui sont en mélange dans les batteries lithium-ion. Et puis, on va retrouver des éléments qui ne sont pas critiques au sens de la criticité qui est mentionnée ici, mais qui sont stratégiques comme le nickel ou le cuivre pour le développement de cette mobilité à travers ces batteries lithium. Sur le plan législatif, l'ENCA en a touché un mot tout à l'heure et a fait un parallèle avec les piles à combustible. Vous avez les chiffres ici de l'Union européenne avec cette nouvelle directive qui date de 2023. Et puis vous avez la comparaison voilà, à titre indicatif, par rapport aux États-Unis ou à la Chine, on voit que il y a des différences assez notables hein, par rapport aux États-Unis. Alors, première remarque, au niveau de l'Union européenne, le message il est clair. Il faut récupérer ces éléments pour en faire une source d'approvisionnement pour les usines européennes, du moins potentiellement. Et puis, avec donc des taux hein, qui vont jusqu'à 70% au global, ça a aussi son importance lorsqu'on fait un procédé de recyclage. On verra que lorsqu'on regarde cette composition, 70% de la masse, c'est beaucoup, puisque beaucoup de cette masse ne correspond pas à des matériaux d'intérêt.
sur le plan économique. Vis-à-vis des États-Unis, en fait, c'est pas vraiment les États-Unis parce que c'est exclusivement la Californie. Pour le reste, il n'y a pas de législation. Quant à la Chine, on voit qu'ils ont des ambitions qui sont très fortes, déjà depuis 2020 et qui s'accentuent dès 2025. Petit point d'intérêt également dans la structure vis-à-vis du recyclage et dans la vision procédé, c'est qu'il y a des obligations de réintégrer une quantité minimale de matière à terme dans la filière batterie lithium-ion, ce qui veut dire que la qualité des matières et la nature des matières doit être compatible avec la réinsertion en boucle fermée, qui est un petit peu dans ce webinaire le point d'orgue, puisque il a été acté qu'il faut aller récupérer et réintégrer 16% de cobalt, 6% de lithium et 6% de nickel à l'horizon 2031, ce qui s'accentuera en 2036. Un petit résumé avant de passer à la partie un peu plus technique sur les points importants marché, besoins et acteurs du recyclage. Aujourd'hui, la demande en batterie de lithium-ion d'ici à 2030, c'est à peu près 3 TWh dans le monde. En Europe, c'est ce qui vous est mentionné ici, c'est à peu près 15 millions de véhicules électriques. On est aux alentours, je crois, d'un térawattheure. L'application mobilité par rapport au marché existant, qui est le marché domestique, le marché pardon, des outils, des téléphones portables, les petites batteries, on va dire, de petite capacité, le véhicule électrique va représenter 80 à 90% du volume, ce qui est évidemment démentiel dans un temps très court. Actuellement, le marché, c'est les rebuts, donc avec une distinction en termes de traitement et de difficulté de traitement. Et enfin, ce qui est prévu, et au niveau du croisement des courbes, et ce que je vous disais en introduction, c'est plutôt d'ici à 2030. Si on avait eu le même webinaire il y a 1 an et demi, on aurait dit 2027. Donc, bon, il est possible que dans 6 mois, ce soit légèrement encore repoussé ou avancé d'ici 1 an, suivant comment fonctionne le véhicule électrique. Mais globalement, c'est l'ordre de grandeur. Et à ça, il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte, puisque pour générer des procédés, c'est la nature des matières. Et ce qui est prévu en Europe et qui se distingue du marché asiatique, c'est qu'on va avoir plutôt des typologies NMC, du moins en tout cas sur la première décade là, donc des nickel rich avec du nickel, du cobalt et du manganèse. Et puis les chimies qui sont sans ces éléments critiques, de type LFP ou LMFP, pour manganèse fer phosphate pour une trentaine de pourcents. Au-delà encore quelques chiffres, et puis après, je parlerai un peu plus technique. Il faut aussi se rendre compte de ce qui est demandé dans le temps imparti. Aujourd'hui, les capacités de recyclage en 2020, c'était à peu près 60 kilotonnes, voilà, exclusivement, quasiment basé sur de la pyrométallurgie. Très très loin des objectifs de 2030 qui sont aux alentours de 800 kilotonnes. Donc au-delà des chiffres qui peuvent varier, les ordres de grandeur ils sont là et ils indiquent très clairement que l'Europe doit se munir de l'ensemble de la chaîne de traitement si elle veut garder ces éléments dans l'Union européenne. On va maintenant passer à la partie un peu plus technique sur les étapes de recyclage et les aspects limitations. Pour en parler, il faut déjà, je pense, bien comprendre la typologie des objets au sens large. Un véhicule électrique, c'est quoi? C'est composé de packs batteries que vous avez ici. Alors, vous avez 3 types de modèles, cylindrique, prismatique et push. Ces objets-là, ils sont à plusieurs centaines de volts et plusieurs centaines de kilos. Ce qui veut dire que, évidemment, pour le recyclage, c'est pas très bien adapté. Le tiers de la masse est associé à autre chose qu'à des batteries lithium-ion, comme vous pouvez le voir ici, avec des utilities, avec du refroidissement, avec de l'électronique, avec des câbles en cuivre, qui nécessitent donc de faire des étapes de démantèlement, et on y reviendra. Le sous-objet de ces packs, c'est l'objet module. C'est celui-ci qui est plutôt intéressant pour les recycleurs, puisque c'est un objet qui est transportable, qui a une tension moindre, un poids plutôt adapté, quelques 20-30 kilos, parfois des plus petits modules de quelques kilos. Et c'est cet objet-là qu'on va essentiellement chercher à recycler. Puis après, il y a la sous-partie de ces modules qui sont l'association de cellules lithium-ion qu'on peut retrouver avec différents formats, avec des poids et des capacités très variables. Vous avez des petites cellules, notamment de type Tesla, qu'on retrouve chez Tesla, pas seulement, mais notamment, qui sont des cellules de 48 grammes, petites, qui sont associées. Alors, il y a d'autres formats que celle-ci, qu'on appelle 18650 pour le diamètre et la longueur.
Et puis, vous avez des cellules prismatiques plus imposantes, plus lourdes, qui ont également enfin, on va vers cette tendance également à avoir des cellules plus larges, plus grosses, et des cellules en sachet qui vont être les cellules souples. La composition là-dedans, lorsqu'on regarde, et notamment dans la perspective de la législation, on voit que le tiers du pack, c'est de l'acier, du plastique, de l'électronique, des câbles. À partir de là, les deux tiers sont le module et la cellule. Le module, on a à peu près une dizaine de pourcents qui est associable au casing et au plastique. Et puis après, le reste, eh ben, c'est la partie cellule. Dans cette cellule, si vous regardez les chiffres, il y a quand même à peu près 5% de dioxygène à recycler. Voilà, donc il faut garder en tête qu'en réalité, si la législation consiste à récupérer 70% de la masse, c'est 70% de ça. La question étant de savoir 70% de quoi exactement, si ça intègre d'autres espèces ou pas. On voit également qu'il y a à peu près une dizaine de pourcents qui est associé à tout ce qui est électrolyte, qui est extrêmement complexe à récupérer, et également des pourcentages non négligeables côté plastique. Finalement, la part d'éléments dits critiques ou stratégiques est diluée dans cet ensemble. Alors, si on regarde un procédé de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale, vous avez ici une représentation un résumé des différents objets qui sont à recycler, voilà, pack, module, scrap, et puis des objets qui sont en défaut ou qui ont été endommagés par des accidents ou autres. Ça, c'est des entrants pour le recyclage. On peut dissocier le recyclage des batteries lithium-ion avec quatre grands axes. Trois axes qui véritablement sont associés au recyclage, la partie rouge, jaune et bleue, qui sont les étapes pour la partie rouge de mise en sécurité, sur lesquelles je reviendrai. Les étapes jaunes qui sont essentiellement des procédés physiques, parfois physico-chimiques, et qui vont constituer à séparer au maximum les éléments et à générer un concentré avec les éléments d'intérêt, à savoir, vous l'avez compris, les éléments qui ont de la valeur pour les recycleurs, donc tout particulièrement le nickel, le cobalt, le lithium, et dans une très moindre mesure le manganèse. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, hein, ce concentré-là qu'on appelle black mass, il est en réalité pas composé que de ces éléments, c'est à peine plus de la moitié, c'est entre 60 et 70%, et puis le reste, ça va être du graphique avec un certain nombre d'impuretés, certaines d'entre elles sont notées, pas toutes, loin de là. On va retrouver les métaux des collecteurs, on va retrouver du fer, du phosphore, du fluor, de l'alumine, etc., etc. Et puis, l'hydrométallurgie, finalement, elle arrive en dernier, où on va retrouver les étapes conventionnelles, où on va lixivier, séparer un certain nombre d'impuretés, récupérer sélectivement les métaux, et puis souvent, enfin, aller récupérer le lithium pour cristalliser ça et générer des sels. Ces sels qui pourront, s'ils sont sous la bonne forme, être réutilisables pour la synthèse de matériaux actifs de cathode, qu'on appelle PCAM lorsque c'est sous la forme de précurseurs, et CAM lorsque ces derniers ont été traités thermiquement avec une lithiation et le bon sel de lithiation pour former de nouveaux matériaux actifs. Donc, il y a une première voie, c'est la voie 1, c'est la voie conventionnelle, celle que je viens de vous décrire. Et puis, dans la littérature, vous retrouvez deux autres voies qui sont largement regardées. La seconde, c'est le PKMWay, qui consiste quoi? À shunter toutes ces étapes aval de traitement qui sont coûteuses et pour aller directement vers la synthèse du précurseur. Et puis la troisième, qui a un vœu pieux, qui dit que finalement, si on arrive à sortir des matières très très propres, on sera en capacité de directement régénérer ces matières, que ce soit des matériaux actifs de cathode ou que ce soit du graphite. Vous noterez que pour le faire, ça suppose que ces étapes-là soient extrêmement efficaces. Or, actuellement, les black mass du marché, même si les uns et les autres expliqueront toujours que la leur est la meilleure, restent quand même extrêmement pollués. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors je vais peut-être revenir et quand même mentionner un autre point avant. Au niveau des packs batteries, l'une des difficultés dans la perspective de recycler ces véhicules électriques, c'est la partie sécurité, puisque finalement, ces objets-là sont
présentent des risques à la fois d'électrocution, et des problèmes de poids, de corrosion, d'explosion, d'inflammation, d'irritation, voilà, de toxicité, ils sont CMR, donc certains de ces éléments. Donc ça pose quand même pas mal de soucis pour savoir comment on appréhende techniquement la chose, en restant avec l'idée d'avoir évidemment des atouts à la fois environnementaux et économiques. Donc le premier challenge, qui est loin d'être le plus simple, c'est la partie démantèlement. Aujourd'hui, là, vous est représenté un type de pack de véhicules électriques, hein. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de câbles associés avec ici les modules présents sur ce pack. Donc, vous voyez bien qu'on ne va pas traiter cet objet sans l'avoir démonté et sans avoir retiré les modules. Aujourd'hui, ces désassemblages, ils sont relativement complexes. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, ils sont tous différents. Il n'y a pas un câblage qui est le même. Chaque constructeur et puis, je dirais, chaque voiture va avoir ses singularités. Puis, il y a associé à ça une difficulté de conception, hein, d'où l'intérêt de l'éco-conception notamment, puisque souvent, les vis, les collages et tout ce qui va avec ne va pas dans le sens du démontage. Ce qui rend aujourd'hui impossible une automatisation des packs batteries, et où, dans le meilleur des cas, on ira vers du semi-automatique pour pouvoir désassembler ces packs. Autre problème, c'est que c'est des objets, comme je vous l'ai dit, qui sont à très haute tension, donc il faut des opérateurs avec une main-d'œuvre qui soit qualifiée, haute tension. Et on a aussi le vœu pieux de classer ces batteries en disant, bah, on va les classer suivant la chimie. Bah, quand on regarde un petit peu historiquement les premières voitures électriques, et c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, les matériaux au niveau de l'électrode positive sont mélangés. On n'a pas à chaque fois que de la NMC 8A1. On a parfois des mélanges. Ça, c'est pour des raisons d'usage, de puissance, de vieillissement. Et même aujourd'hui, sont dans les tuyaux un certain nombre de mélanges de type NMC LFP. Donc, comme je vous le disais, on a des diversités en termes de packs, mais on a aussi des diversités en termes de modules. Là, un petit éventail, c'est un tout petit éventail par rapport à ce qu'il existe, qui montre la difficulté à automatiser l'ensemble. Alors, je vais vous parler un peu plus de la partie sécurité et puis sécurisation de ces objets. Pour la comprendre, alors je vais vous parler un petit peu des batteries lithium-ion domestiques. Ici, vous avez l'éventail de ce que j'entends par batterie lithium-ion domestique, c'est-à-dire typiquement ce qu'on peut avoir dans les portables, dans les ordinateurs, voilà, dans les outils. Voilà, c'est vraiment de la faible énergie. Bah, il y a des technologies hein, qui existent depuis très longtemps hein, et qui sont envisageables évidemment pour le véhicule électrique. On en retrouve trois principales et la première d'entre elles, c'est la pyrométallurgie avec des acteurs comme Umicore, la SNAM et bien d'autres qui ont du tonnage historiquement sur ce type d'objet. On va retrouver la cryogénie qui consiste à refroidir l'objet, le broyer et le jeter dans de l'eau pour désactiver l'objet. Et puis enfin, le broyage soit sous gaz inerte, soit sous eau, qui ont des tonnages également moindres, qui vont permettre de désactiver pardon, ces objets. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas l'habitude donc, j'espère que vous pouvez la voir là. Normalement, oui. Une petite vidéo qui symbolise un petit peu la réactivité de ces objets. Donc, ici, c'est une petite cellule cylindrique type 18650 dont l'état de santé est de 100%, donc elle est neuve, et qui a un état de charge de 100%. Donc, et lorsqu'on vient poinçonner ici cet objet, bah, ce qu'on voit apparaître, c'est un effet d'explosion, des flammes, et puis vous allez le voir ensuite, bah, forcément la génération d'une quantité de gaz toxique non négligeable qu'il va falloir gérer. Donc finalement, pourquoi je vous montre ça? Parce que bah, quand on fait ça, c'est ni plus ni moins que de faire du broyage. Si on broie un objet dans lequel on a le comburant, le combustible et l'énergie, se produit inévitablement ce qui doit se produire, peu importe l'environnement extérieur dans lequel on le met. Ce qui va changer, c'est le degré de l'événement. En revanche, l'événement aura lieu.
Alors, historiquement, ces événements, on peut même les utiliser plutôt avantageusement, par exemple dans des fours de pyrolyse, puisque finalement, s'il y a une fraction des objets vieillis, puisque nous, on a tous jeté nos téléphones portables, il ne restait plus grand-chose en termes d'énergie dans ces objets, hein. Bon, bah, statistiquement et en ayant un peu de savoir-faire, on doit pouvoir faire sauter ces objets sans trop de difficultés. Ça peut même être plutôt avantageux pour rapporter de l'énergie. En ce qui concerne le broyage, dans une certaine mesure, on peut aussi penser qu'un broyeur très costaud puisse gérer ce type de petits objets. En revanche, lorsqu'on passe sur les objets dont on parle et qui sont on peut parler de forte énergie, pour vous donner un ordre de grandeur, l'équivalent TNT sur un pack Tesla de 7100 cellules, c'est à 100% de charge, c'est 200 kg de TNT. Bon, bah, c'est plus la même chose. Vous voyez bien qu'aller broyer un objet avec cette quantité d'énergie, bon, c'est un petit peu illusoire de penser qu'il va rien se passer. Il va se passer exactement la même chose que ce que je vous ai montré précédemment, mais de manière beaucoup plus violente, bien évidemment. Alors, c'est quoi la stratégie aujourd'hui pour pouvoir gérer ça? Bah, la stratégie, en fait, c'est la suivante. C'est dans un premier temps faire une décharge électrique de ces objets. Donc, on a une première catégorie d'objets. On imagine instrumenter donc, des modules. Ces mêmes modules sont associés avec des cellules, lesquelles sont associées en série ou en parallèle. On a tous fait un petit peu d'électricité dans notre vie. À partir du moment où on a des cellules en série dans un module, s'il y a une des cellules qui est coupée, par exemple parce que le fusible a sauté, tout le module n'est plus instrumentable. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus aller décharger à l'échelle du module, on est obligé d'aller instrumenter au niveau de la cellule. C'est ce qui vous est présenté ici. Ça veut dire que ben, si vous vouliez décharger cet objet par voie électrique, ce qui par ailleurs n'est pas si simple que ça, pour des raisons de rebond de tension et d'autres aspects, ben, vous devez passer au niveau de la cellule. Et donc ça complexifie et on est loin d'un système automatisé. Une fois que vous avez fait ça, sur le plan même de l'électronique, c'est pas si simple que ça de remplir et d'avoir des temps de décharge compatibles avec du volume par décharge électrique. Et de toute façon, dans tous les cas de figure, un industriel du recyclage, il faut qu'il soit sûr à 100% que l'objet qui va aller broyer ou qui va aller abuser d'une manière ou d'une autre dans son procédé de traitement, il est en tout cas une énergie qui soit très faible et où il n'y ait plus de risque d'explosion, comme ça a pu être le cas d'ailleurs sur cet objet. Donc, il va associer à ça une technologie de désactivation qui consiste surtout, non pas à traiter l'objet avec 200 kg de TNT ou même l'objet module chargé, mais à traiter le résiduel d'énergie post-décharge électrique. Et ce, par les technologies finalement conventionnelles connues et que je vous ai présentées juste avant. C'est donc un point critique. Alors, c'est un point critique, vous l'avez compris, bien évidemment, vis-à-vis de la sécurité, mais pas seulement. Parce que dans la perspective du recyclage, de la législation et de la récupération de l'ensemble de ces éléments, on a tout à gagner à faire en sorte d'éviter de tout détruire pour aller récupérer la matière. Par ailleurs, plus on mélange les matières, plus la difficulté sera forte sur l'aval du traitement et sur l'hydrométallurgie. Souvent, vous entendrez que l'hydrométallurgie est chère, mais enfin, en réalité, est-ce que c'est vraiment l'hydrométallurgie ou c'est les pré-traitements qui ne font pas leur boulot? Donc on peut se poser cette question en termes de qualité et de quantité matière. Par ailleurs, je rejoindrai ce qu'avait dit Damien sur la partie pyrométallurgique. Il n'y a pas d'opposition sur les technologies. Souvent, on a tendance à parler de procédés pyro et de procédés hydro. Les deux sont associables dans les traitements. On peut faire de la pyro pour désactiver et ensuite on aura besoin de mécanique et d'hydrométallurgie pour séparer sélectivement les matières. Ou on peut faire le choix de faire des procédés sans thermique qui vont se baser sur de la mécanique et puis sur de l'hydrométallurgie. Alors, je vais passer très rapidement sur la partie concentration des matières, qui est un point évidemment extrêmement important, puisqu'une fois qu'on a sécurisé ces objets, suivant le choix de sécurisation, vous voyez que la matière va être sous un format très très différent. En fait, on a un panel de technologies qui est déjà issu de la mine. C'est un siècle, il y a plein de choses et les principes de la séparation physique sont très bien connus et très bien utilisés, notamment dans le champ de la mine. On va retrouver ici sur le tableau à droite ce sur quoi à peu près on peut jouer, hein. On peut jouer sur la taille des objets.
C'est souvent ce qui est fait au préalable des traitements, hein, après des étapes de libération de la matière, souvent par broyage. On vient tamiser pour avoir une première séparation. On peut jouer sur la densité, hein, c'est la séparation pneumatique. On peut jouer sur la conductivité, c'est un peu moins utilisé, mais la séparation électrostatique, c'est également regardé. Et puis, tout ce qui est lié au magnétisme, pour enlever les ferreux des non-ferreux. Ce qui est beaucoup à la mode et beaucoup discuté, la flottation, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste à envoyer des petites bulles d'air, d'agiter et puis de mettre des collecteurs de courant pour sorber plus particulièrement les particules hydrophobes, en l'occurrence le graphite micrométrique, et pour pouvoir le remonter, le séparer du matériau de cathode. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est une des seules technologies qui permet en fait de séparer à peu près les matériaux de cathode des matériaux d'anode. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont regardées. Encore faut-il avoir des interfaces qui soient compatibles avec ce type de procédé, c'est-à-dire que la nature de la matière, la nature de l'interface doit être compatible pour faire une séparation sélective, sans quoi, en fait, si notamment les procédés de désactivation n'ont pas été les bons et les pré-traitements n'ont pas été les bons, la flottation en elle-même ne fonctionnera jamais puisque l'énergie de l'interface est similaire. Il va falloir rajouter des procédés. Et là, on peut se poser la question de l'intérêt. On peut aussi jouer sur l'optique où évidemment on peut faire de la séparation liquide avec des densités de liquide différentes. Donc c'est un petit peu tous ces outils qui sont aujourd'hui utilisés, agencés suivant la nature des activations et la singularité des traitements amont de chaque recycleur. Il va y avoir une association qui va être mise en place par rapport à une stratégie qui va être mise en place par rapport à ça. Je vais passer à la partie hydrométallurgique. Donc, pour vous la présenter, j'ai pris un brevet de Christian Anish qui date de 2018, mais qui est, à mon sens, assez représentatif de, ce- de l'approche générique qui est prise par le plus grand nombre pour le traitement des black mass. Généralement, donc vous avez ici la composition d'une black mass. Alors j'ai pris ce que l'ancien président de la SNAM, Eric Notez, avait présenté au GDR Prométhée comme exemple en 2021 et qui est représentatif d'une typologie de black mass, hein. On retrouve les compositions et avec notamment ce que je vous disais, un taux de carbone lié au graphite essentiellement. Voilà, comme polluant. La première des choses, évidemment, et la stratégie générique, c'est de lixivier dans des milieux sulfuriques et peroxyde d'hydrogène avec la bonne concentration, la bonne acidité, et de lixivier tout ça pour sortir un graphite dont la pureté est insuffisante pour aller vers du grade batterie, mais qui avoisine les 95%, qui peut varier évidemment suivant les choix de procédés et les pré-traitements préalables. Suite à cette lixiviation, on va avoir une phase d'élimination des impuretés type aluminium, fer et cuivre, soit à base soufrée, soit sous la forme d'hydroxyde, hein. Ici, vous avez sur la droite la concentration des métaux en fonction du pH et leur solubilité en phase aqueuse, hein. Vous voyez très bien que sur le plan thermo, c'est extrêmement favorable de séparer le nickel, le cobalt du manganèse des autres éléments. Après, dans la réalité, ce type d'élimination est parfois un peu plus complexe qu'elle n'y paraît, notamment parce que les sous-produits et les précipités sont comment dire, un peu trop gélatineux. Du reste, c'est quand même la voie préférentielle. Après, on va retrouver toute l'extraction liquide-liquide. Donc, Damien nous en a parlé pour un autre sujet. C'est des procédés issus de la mine dans lesquels la récupération du nickel et du cobalt, elle est bien connue, hein. Je veux dire, c'est voilà, très très longtemps que ça a été utilisé, donc ça a été réutilisé, réadapté, regardé suivant différents solvants, hein, les solvants qui sont l'association avec des diluants, des molécules extractantes pour extraire. Vous en avez quelques exemples pour les bases cuivre, cobalt et nickel, hein. Souvent, c'est des bases l'acide phosphorique qui sont utilisées. Et ce qu'on voit ici, c'est que ces technologies sont extrêmement puissantes. Elles sont efficaces, elles permettent d'atteindre les grades de pureté souhaités. En revanche, c'est des procédés qui sont assez lourds parce qu'il faut un certain nombre d'étages d'extraction avec le solvant. Ensuite, il faut aller récupérer dans la phase solvant avec un acide concentré l'espèce en question. Il y a des étapes de lavage.
et un certain nombre d'impuretés qui viennent évidemment s'y associer. Et donc l'association de tout ça, en général, coûte plutôt cher et pose problème vis-à-vis du modèle économique. Mais ça marche. Et puis en fin de procédé, on va retrouver conventionnellement les phases de récupération du lithium. Alors, dans le présent brevet, il parle de phosphate. On préfère la partie carbonate de lithium ou hydroxyde de lithium, qui sont les sels les plus courants pour la synthèse de matériaux de cathode. Et ces sels-là, bon, varient suivant la nature des matériaux de cathode qu'on souhaite synthétiser. Mais en tout cas, si on va vers le marché et la réintroduction dans les batteries, c'est plutôt les formes carbonate et hydroxyde qui sont souhaitées et souhaitables. Voilà, je vous ai donné, j'espère, un tour d'horizon sur le recyclage et un certain nombre de points durs associés au recyclage. Je vous parlais un petit peu des travaux au CEA. Alors, de manière globale, en fait, si je reprends ce schéma générique, on travaille sur la partie rouge, la partie jaune, la partie bleue et la partie noire avec les parties du milieu. Soit à peu près toutes les voies, avec des technologies et des singularités sur nos approches. La première chose sur laquelle on bosse, c'est évidemment sur la partie des activations, qui est sans doute, si je ne me suis pas trop mal exprimé, l'un des verrous les plus importants si on veut faire de la rupture techno et aller vers des voies courtes. Puisque aujourd'hui, vous voyez bien que le mélange de matière initiale est un vrai problème et toutes ces pollutions de black mass impactent derrière les procédés hydrométallurgiques. Et la difficulté des procédés hydrométallurgiques, c'est pas tant la capacité chimique à réaliser quelque chose, c'est plutôt le fait d'avoir un trop grand nombre d'impuretés en amont. Donc, on a développé là depuis quelques années une technologie qui est universelle, qui permet d'enlever totalement et de plus utiliser de décharge électrique et de le faire sur n'importe quelle typologie d'objets, que ce soit des objets neufs ou des objets qui ont des organes de sécurité internes, type mécanique, comme le CID KO, Current Interrupted Device, qui en fait permet donc de gérer tout type d'objet, peu importe la charge et peu importe la typologie. On a également des activités sur la partie concentration de matière avec l'objectif de séparer sélectivement les matières, notamment du casing, ou alors sur tout ce qui touche plutôt aux déchets, donc au scrap. Des actions sur lesquelles, sur certaines d'entre elles, je reviendrai, enfin une d'entre elles, qui vise plutôt la lixiviation, qu'elle soit sélective, non sélective, avec le lithium en amont ou en aval du traitement, avec des procédés qui puissent s'adapter au black mass actuel ou au black mass de demain, sur des procédés qui soient un peu plus adaptés sur la qualité matière. Et un certain nombre d'activités au CEA-Liten sur aussi la valorisation par les voies courtes et leur réintégration comme PCAM ou CAM dans la filière. Alors, évidemment, on n'a pas le temps et puis voilà, hein, tout ça est développé dans un cadre de R&D de collaboration avec tous les acteurs que vous pouvez voir, hein, typiquement avec Orano, avec les collègues du LRGP dans le cadre du PEPR ou des programmes européens comme VATRO ou RESPE. Et aujourd'hui, je vais vous parler de travaux qui touchent plutôt à l'hydrométallurgie, puisqu'on est au GDR qui touche sur ce sujet. Avant de vous parler avant de présenter les aspects mécanistiques, juste un petit rappel sur la lixiviation des matériaux de cathode. De manière globale, vous avez ici un tableau qui résume en fait la philosophie qu'on retrouve dans la littérature. Une philosophie qui évalue en fait différents types d'acides et d'agents réducteurs ou oxydants suivant la typologie de matière et qui recherche des conditions opératoires visant à optimiser les conditions de lixiviation des éléments d'intérêt. Vous allez retrouver d'une manière globale en fait ce qu'on a retrouvé dans le brevet précédemment, à savoir l'association d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène qui fonctionne très bien et qui est en fait le système chimique le plus courant dans les approches industrielles. Pas parfait, hein, puisque notamment il génère un certain nombre de quantités de déchets de type sulfate de sodium, qui est une problématique en fin de procédé, mais qui est le système chimique le plus courant. À côté de ça, en fait, il y a à peu près tout qui peut marcher, que ce soit des acides organiques ou des acides minéraux.
Alors, nous, on a fait ce constat, puis on s'est posé la question, on s'est dit, bon, très bien, il y a à peu près tout qui peut fonctionner. Mais en réalité, qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui limite l'ensemble? Et donc, on s'est attaché à faire une meilleure compréhension des mécanismes réactionnels parce que c'est pas quelque chose qui est véritablement regardé dans la littérature. Donc, dans le cadre de la thèse de Marion Joulier, il y a eu des travaux dans ce sens. Vous avez ici la cinétique de dissolution, voilà, du matériau de l'époque qui était le matériau de référence, une NMC de stoichiométrie 1,1,1, une dissolution on ne peut plus conventionnelle dans un milieu acide sulfurique à 1 M à 30 degrés, puis on a regardé dans le temps. Donc, on a regardé dans le temps comment le matériau se stabilisait, on l'a caractérisé, puis on a cherché à comprendre les différents phénomènes qui étaient associés. On y observe deux phases. Une première phase où on a une dissolution assez rapide, d'une trentaine de minutes avant d'atteindre un état d'équilibre. Et puis une seconde phase où il est surprenant d'observer que on a une dissolution du lithium, puis une codissolution du nickel et du cobalt, qui dans le même temps voit une diminution du manganèse, ce qui n'est pas courant puisque, comme vous le savez, ils sont dans les matériaux de cathode sous la forme d'un oxyde en mélange et homogène, donc il n'y a pas de raison d'observer ça. Alors, on a caractérisé par la microscopie à haute résolution. Vous pouvez y voir ici l'évolution avec l'évolution de la morpho euh, à des temps variables. Là, le matériau initial, après 15 minutes, on voit l'exfoliation en fait des particules, hein. Le matériau initial, il est très propre avec les plans atomiques qui sont que l'on peut distinguer ici. Et puis, petit à petit, on a des effets d'exfoliation qui sont de plus en plus marqués. Là, au bout de 24 heures, on le voit très bien sur ces types de particules, là, et l'échelle c'est 200 nanomètres. Et après 43 jours, vous observez ça, vous avez en fait des aiguilles au niveau de la surface et puis ces particules avec en fait, si on zoome là à 5 nanomètres, une structure bien présente et et mesurable qui est en fait un oxohydroxyde de manganèse. Si on regarde, mais cette fois-ci par microanalyse X, de la même manière, ces particules, la particule initiale elle est parfaitement homogène. Après 15 minutes de dissolution, elle l'est également. Et puis après 24 heures, on voit un pic ici en vert qui correspond à la composition en manganèse. Et puis au fil du temps, après 43 jours, vous voyez que aux extrémités des particules, vous avez un enrichissement en manganèse. En revanche, le cœur, lui, est partiellement homogène, avec un peu d'évolution au niveau du manganèse, mais on garde une composition plutôt stable. Alors, qu'est-ce qui se passe et comment on explique ça, ces deux phases de dissolution et ces évolutions structurales que je viens de vous mentionner? Si on met dans un réacteur ces particules de NMC, alors ça marche pour les NMC 1,1,1, mais c'est généralisable sur tout type de matériaux. Qu'est-ce qu'on voit? Pour mieux comprendre ce qui s'y passe, il faut regarder à l'échelle plutôt de la structure. Lorsqu'on met ces particules dans une solution acide, le potentiel de charge nulle de la structure oxyde est favorable à des réactions d'oxydoréduction, des réactions d'hydrolyse avec l'eau, qui vont générer un état de charge à l'interface qui est plutôt un état de charge positif. Voilà. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, très bien, on met ça dans solution acide, on a une charge positive de surface, mais lorsqu'il y a une charge de positive de surface, il y a une compensation qui se fait par le matériau. Qui voit le départ du lithium. Alors, il y a plusieurs mécanismes, ce n'est pas le seul, mais c'est l'un d'entre eux. On peut avoir aussi des réactions de substitution avec les protons de la solution, mais c'est notamment un des mécanismes. Lorsque le lithium s'en va, il se passe ce qui se passe lorsqu'on charge une batterie sur le secteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on charge une batterie sur le secteur, lorsque le lithium s'en va, le matériau compense ses charges et passe à un état d'oxydation supérieur. En revanche, lorsqu'on est sur le secteur, l'électron fait le tour et vient se recombiner. En l'occurrence, ce qui n'est pas le cas ici, puisque en fait, il n'y a pas de circuit extérieur. Donc l'électron, il vient se recombiner au sein même de cette structure. C'est ce qui est mentionné ici sur cette équation qui est imbitable comme ça, mais en fait, ce qui est ni plus ni moins que le départ du lithium, la génération d'électrons. Et donc, cette génération d'électrons, il va y avoir recombinaison avec le matériau, c'est ce qui vous est schématisé ici, et qui, en présence de protons, va permettre la dissolution de ce matériau. C'est finalement cette première phase de dissolution qui s'explique
et qui se mesure également en termes de potentiel. C'est-à-dire que si vous prenez ce matériau et puis que vous regardez son potentiel libre au cours de cette dissolution, c'est ce qu'on a fait, et ben vous observez que ce matériau augmente en potentiel au fil du temps. Cette augmentation de potentiel est associable au départ du lithium de la structure et cet effet de délithiation génère une augmentation du potentiel interne de la structure. En revanche, ce potentiel, comme vous pouvez le voir, arrive à un potentiel où il se stabilise, qui réduit la force motrice de la réaction et donc empêche la fin, ou du moins la poursuite de la réaction et arrête cette première phase de dissolution. Par contre, à la différence du matériau initial, il n'est plus dans un état extrêmement réduit, il se retrouve dans un caractère très oxydant et ça a son importance puisque après cette première phase de dissolution, que je viens de vous expliquer, ben, le potentiel du matériau a changé et il est désormais favorable à lésions manganèses qui ont été préalablement dissous. Et en fait, c'est ce qu'on observe, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a euh, euh, mis en solution du manganèse et que le matériau lui-même, de manière interne, a augmenté son potentiel, ben, on a la possibilité finalement enfin, ce qu'on observe, c'est la réoxydation du manganèse à l'interface des particules et c'est typiquement ce qui a été mesuré par les différents outils de caractérisation. Donc en fait, si on utilise ça et qu'on réfléchit plutôt, très bien, vous allez me dire en termes de mécanisme, mais quel intérêt sur le plan procédé? Ben, en réalité, si on y réfléchit, si on pousse un peu l'histoire et qu'on se dit, bah, on va l'utiliser avantageusement et on va pousser la réaction jusqu'au bout, puisque finalement, c'est ni plus ni moins qu'un problème de stoichiométrie, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire deux choses qui posent souci, qui coûtent de l'argent, c'est-à-dire dissoudre le matériau et en même temps séparer le manganèse. Finalement, le manganèse, quand on regarde bien, c'est quand même pas l'élément numéro un qui est recherché par les recycleurs. Et si on a la capacité de le retirer durant la phase de dissolution, ben, on s'évite un certain nombre d'étapes d'extraction liquide-liquide, et c'est aussi bien. Donc voilà derrière, sur le plan applicatif, ce qu'on peut y faire. Donc c'est ce qui est noté ici, c'est-à-dire qu'on part du matériau initial et puis par un petit jeu de procédés et de stoichiométrie, on peut adapter les conditions opératoires pour aboutir, alors là j'ai mis un dioxyde de manganèse, mais plutôt à un oxohydroxyde de manganèse et avoir les apports vis-à-vis des effluents, du nombre d'étapes et de la quantité des réactifs chimiques qui vont permettre évidemment d'abaisser les coûts à la fois environnementaux et économiques de la partie hydrométallurgique. Voilà, j'en termine avec une petite conclusion. Donc, je vous ai illustré voilà, typiquement type de travaux qu'on a pu faire sur la partie hydro. Il y en a beaucoup d'autres sur d'autres axes. Mais en conclusion, ce qui est plus important, c'est de retenir à peu près les grands défis. Ils ne sont pas seulement chimiques, ils sont également vis-à-vis du démantèlement. Aujourd'hui, aller vers des solutions de démantèlement semi-automatisées, c'est très clairement un peu important pour la filière. La désactivation, qui finalement, on reprend et on réutilise ce qu'on a su faire. C'est plutôt bien, mais ça a ses limites parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers des choses qui soient à la fois sécures, propres et efficaces sans perte de matière. Envisager des voies dites courtes, telles que mentionnées, pourront difficilement se faire si ces éléments sont pas résolus. La partie séparation sélective des matériaux d'anode et de cathode, ça reste toujours un sujet très important. Il est aussi, comme vous l'avez compris, extrêmement dépendant des pré-traitements associés en réalité. On pourrait beaucoup parler des différents résultats de flottation des uns et des autres et des limitations et des apports de la flottation suivant la nature des matières. Et puis, la réduction des coûts de séparation, c'est également un défi majeur dans l'hydrométallurgie. Ça passera peut-être par des nouveautés au niveau de l'hydrométallurgie. On pourrait y passer toute une présentation, mais très largement, mais ça passera aussi par les pré-traitements. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis bah, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Super. Bah, écoute, merci bien Emmanuel, panorama, très exhaustif, très complet. Tu nous avais annoncé que tu allais déborder, effectivement, c'est bien, tu l'as fait, mais c'est pas de souci, je pense que c'était bien et c'était très complet. On va quand même, prendre quelques questions, hein, hésitez pas dans le chat.
Donc il y en a déjà une, d'Hervé, que je vais même compléter quoi. Sur le tri, donc est-ce qu'on est capable de trier en amont les différents types de batteries à ion, NMC, LFP, et cetera? Ou est-ce qu'on bosse sur des, mélanges? Est-ce que le recyclage se fait sur un mélange de différents types de batteries? Question complémentaire, donc tu as bien mentionné que la déactivation était importante. S'il y a une étape de tri, ça doit être après déactivation, c'est manuel? Alors, s'il y a une étape de tri, alors soit les recycleurs connaissent les natures d'objets qui arrivent. Maintenant, il y a le passeport batterie qui arrive, donc ça doit aider au tri. Après, au-delà, c'est plutôt la connaissance du recycleur de l'objet qui va lui permettre de faire ce tri parce qu'on voit qu'il y a tellement d'évolutions sur un même modèle que c'est une forme de, je ne sais pas si c'est du savoir-faire, mais en tout cas, c'est une connaissance du recycleur qui va lui permettre de le faire, ça, en y associant ces nouvelles réglementations pardon, vis-à-vis du passeport batterie. En revanche, ce que je mentionnais et qui est une limitation forte, c'est que on peut vouloir les trier. Au sein même d'une batterie, il y a déjà des mélanges de matériaux de cathode. Ce qui veut dire que celles-ci, ces batteries, sont pas, on peut pas les trier, quoi. Si on a, par exemple, la perspective de se dire, demain, je veux recycler différemment, ou en tout cas pas de la même manière, ou sur les mêmes lignes de traitement, une chimie type LFP, LMFP d'une chimie type NMC, il y a fort à parier que ce soit illusoire et que ce soit difficile à faire parce que aujourd'hui, les gens pensent à mélanger ces deux matériaux pour l'usage. D'accord, donc même si en fait, il y a du tri, de toute façon, il y aura de la contamination. Exactement. Donc si tu as du Ce NMC, qui est du déjà le cas, hein. LCO, c'est pas forcément gênant, tu vas un Oui. peu changer les ratios, mais si tu te retrouves avec de la LFP, Mm. bon après une fois on aura été envahi par, BID, et cetera, on n'aura plus que de la LFP, non, c'est ça? Alors, si on n'a que ça, le problème va être différent. Le modèle économique du recyclage qui est déjà compliqué, hein, on le voit. Et si on a envahi de LFP, de LMFP, les recycleurs vont grincer des dents, ouais. Ah, c'est Pas que sûr, les ouais. recycleurs d'ailleurs, hein, l'amont de D'accord. la chaîne Bah, tiens, également, ça les fait un EIM. bon enchaînement avec les 2 questions qui arrivent. Donc je vais les prendre dans l'ordre, hein. Donc là, tu as parlé de tri avec de l'intelligence naturelle, donc question de Jean-Charles Le Hemtin. Et finalement, est-ce qu'il y aurait moyen d'optimiser ce tri, en utilisant cette fois-ci l'intelligence artificielle? Tu utiliserais une combinaison des outils de séparation présentés? Alors oui, alors je ne sais pas si c'est le tri, mais en tout cas, l'IA sans doute beaucoup d'intérêt sur la partie démantèlement, c'est certain. Le tri, comme je le disais, il a ses limites parce que bah, il y a déjà du mélange de matière, et ça, ben, on va pas pouvoir trop y réchapper. En tout cas, sur la partie démantèlement, plus on arrivera à automatiser les choses, mieux ce sera. Mais aujourd'hui, compte tenu de la conception des objets et de la réflexion qui tend vers zéro, puisque tout ce qui est fait n'est pas fait pour le recyclage, hein, c'est fait pour l'usage, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Lorsqu'on se penche un peu dessus, on voit très bien qu'il y a des verrous qui sont pas, pour avoir parlé avec des spécialistes du désassemblage, il y a des choses qui sont pas traitables, quoi. Voilà, beaucoup de choses en fait, l'essentiel des choses. OK, merci. Et du coup, bah, on enchaîne avec une question, d'un industriel. Du coup, on a mentionné LFP et les Chinois, donc quelles innovations peuvent venir répondre aux défis économiques du recyclage des LFP? Bah, une des innovations, c'est d'arrêter de faire des voies longues, hein, puisque en fait, ce qui coûte cher, euh, c'est quoi? Euh, Bon, il y a beaucoup de choses, mais pour un industriel, ce qui compte, donc, c'est la partie économique en premier lieu. Et sur cet axe-là, bah, on voit bien qu'aller faire de l'hydrométallurgie sur ces matériaux-là, c'est compliqué. Si c'est pour redissoudre et faire du phosphate de fer, bon, d'abord, il n'y a pas de difficulté chimique, on sait faire, mais on voit bien que le chemin de valorisation, il est pas gagné. Donc, c'est plutôt sur des voies qui sont plus courtes où il peut y avoir une valeur. Mais en tout cas, c'est certain qu'aller tout redissoudre pour aller faire du phosphate de fer, bon, euh, voilà, je vois pas le chemin de valeur en ce qui me concerne. Oui, bah, ça c'est sûr, je sais pas si tu peux être un peu plus précis? Parce qu'effectivement, si tu dissous pas, c'est sûr, tu vas gagner en économie, mais tu vas perdre en pureté. Alors, tu as mentionné quand même l'électrolyte qui a un coût non négligeable, qui vient se décomposer, qui met des fluorures un peu partout. Il y a le polymère fluoré, il y a du graphite, donc finalement,
En voie courte, la LFP, tu la verrais comment? Bah, en voie courte, la LFP, ça veut dire qu'il faut, aller chercher le lithium sans toucher au reste. Alors ça se fait, hein, c'est connu de la littérature. Mais en fait, on voit que l'enjeu là, c'est pas tant la partie hydrométallurgique, l'enjeu, c'est plutôt la partie pré-traitement, être en capacité de séparer les matières de façon propre, et industrielle. Pour ben, séparer ces flux LFP et LMFP et pouvoir avoir un avantage de traitement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui où on retombe inévitablement avec les mêmes modèles de traitement puisque les black mass aujourd'hui, quelles qu'elles soient, euh, c'est peu ou prou les mêmes problématiques, hein. Donc en Ouais, fait, ouais. si on lit ça comme ça, la chimie, on la connaît depuis plus d'un siècle, hein. Nous, on change effectivement, on a des évolutions de concepts et il y a des changements qui se font ici et là dans la littérature. Mais euh, la rupture, je suis pas certain que ce soit la chimie qui fasse la rupture. Ouais, ouais, c'est pas spécifique au domaine des batteries, on en a parlé du Ouais. tri, juste avant, sur les précieux, c'est assez général, c'est pas forcément, c'est-à-dire que les enjeux sont pas forcément, clés pour au niveau hydrométallurgie, hein, mais bon, ça n'empêche pas de travailler. Puis du coup, bah, une question de Jean-Charles encore qui enchaîne. Éco-conception, c'est souvent ce qui revient dans ces cas-là. Donc est-ce qu'une piste d'avenir serait pas de standardiser la conception des batteries de manière à avoir des structures connues a priori? Oui, je crois qu'on s'est tous dit à peu près la même chose et je rejoins ça. Pourquoi on fait pas de l'écon, enfin, c'est la question qu'on se pose après. On se dit, mais pourquoi on fait pas de l'éco-conception déjà? Pourquoi finalement les OIM n'auraient pas à y gagner? Ben, quand on va chercher un peu sur le fond du problème, on se rend compte que sur les aspects économiques, ils ont plus à gagner. Il y a un facteur très bonne public qui fait ça, alors je ne l'ai pas là, mais il y a un facteur à peu près 3 de gain à, plutôt privilégier l'usage que le recyclage. Donc ils ont plus à gagner sur un plan économique à faire des batteries à façon et à avoir ces modèles-là, que à s'embêter à faire de l'éco-conception et à faire des choses qui sont en fait de la bonne intelligence, hein, parce que finalement, normaliser des vis, on va pas me dire qu'il y a besoin d'y réfléchir énormément. Normaliser un certain nombre de choses, c'est tout à fait envisageable et c'est déjà techniquement réalisé, hein. Il y a beaucoup d'études qui sont dans ce sens. Il n'y a pas la volonté industrielle. La question, c'est pourquoi il n'y a pas cette volonté industrielle. Et en fait, quand on regarde sur le plan économique, l'intérêt, en fait, n'est pas là. Alors, ça va encore moins dans ce sens parce que si vous regardez aujourd'hui en termes de conception, par exemple, l'usage des polymères, notamment, mais pas que, ont une fonction dans le pack batterie. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas juste pour coller, il y a la fonction mécanique, mais il y a aussi des fois la fonction du transfert thermique. Donc, euh, ces fonctions-là donnent de la valeur finalement à ce type de conception qui sont au détriment du recyclage. Ouais, le réglementaire peut pas pousser finalement parce que Alors, le réglementaire, il faut qu'il se fasse à l'échelle mondiale, puisque sinon, on va être encore les dindons de la farce sur le plan européen. Donc, d'habitude. pourquoi pas, hein, le réglementaire, il est là pour ça, mais est-ce que demain, par rapport à la concurrence mondiale, certains voudront bien faire de l'éco-conception, voilà. Il faut que l'OIM, celui qui est revendeur, il trouve un intérêt non négligeable qui surpasse, voilà, et qui soit au moins à peu près en termes de valeur équivalent à la partie usage pour qu'il déclenche ça. Ouais. Bon, bah, bon courage parce que quand on voit que dans ton petit camembert, la part marge, c'était 2%, ça limite un peu, quoi. Allez, on va prendre une dernière question, puis après on va clore, la discussion parce que le temps tourne. Donc, une question de Benoît Villeméjeanne. Donc les batteries tout solides, dont l'industrie chinoise commence à parler sérieusement, permettent-elles de simplifier les procédés de recyclage ou est-ce le contraire? Alors, ça les simplifie pas. Euh, pour la simple et unique raison, ça les modifie. Euh, alors, c'est une très bonne question, Benoît, que je salue. Euh, mais le tout solide, t'es pas sans savoir que c'est du lithium métallique. Et donc, alors il y a différents types de tout solide, hein. On ne peut pas faire que des généralités, mais en tout cas, dans un certain nombre d'approches, il y a du lithium métal même en fin de vie. Et donc,
bah, ça rend extrêmement dangereux l'objet. Alors souvent, l'argument qui est d'ailleurs très juste, hein, la sécurité du tout solide par rapport à des batteries lithium-ion avec des électrolytes organiques, bah, c'est qu'on enlève l'électrolyte organique. Et en ça, je rejoins, euh, c'est plus sécure. On voit même des petites vidéos où on prend un ciseau et on coupe l'objet. Maintenant, toute personne qui a fait un tant soit peu de chimie, qui envoie un objet avec du lithium métallique dans de l'eau, même si à l'air, on peut se dire que voilà, bon, il va y réfléchir à deux fois. Donc, c'est pas malheureusement, c'est pas pour la partie recyclage si, si attrayant que ça. Voilà. Sans doute que par contre, sur certains axes par rapport aux pollutions organiques, il y a sans doute de l'intérêt. Mais sur les axes de désactivation ou de séparation même, ouais, et sur la partie chimique, je suis pas certain que l'apport soit, enfin, qu'il y ait des apports forts. Après, maintenant, le tout solide, ça reste des voies de développement. Donc, même si les Chinois, effectivement, sont en avance, comme d'habitude, mais il faudra voir comment sont les objets à la fin.